et bonjour dans ce module numéro 6, le service client. Alors, rassure-toi si tu as eu peur des modules précédents parce que c'était super technique, etc. et que c'est peut-être pas forcément ton kiff, ce que je peux comprendre. Le service client, c'est aussi un service, donc une des missions qui est très très souvent déléguée aux assistants virtuels et qui nécessite vraiment peu de formation, peu de compétences. Donc, je vais pas dire n'importe qui peut le faire, il faut aimer ça, mais c'est un service qui est assez simple à prendre en charge et donc à proposer à ses clients. Du coup, hop, let's jump right in. On saute dans le sujet. Du coup, alors, comme dans tous les business, le service client est irréprochable. C'est un des piliers d'une entreprise, c'est normal. La relation avec les clients, il faut qu'elle se passe bien, donc à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à n'importe quel moment où un client, un prospect, un abonné, un follower, n'importe qui prend contact avec l'entreprise doit répondre rapidement. Elle doit répondre déjà d'une, donc réponse dans tous les cas. Elle doit répondre rapidement, elle doit répondre de manière polie, sympa, serviable, tout ce que tu veux. Donc ça, après, chaque entreprise met en place son langage, son vocabulaire. Il y en a qui vont la jouer je tutoie, il y en a qui vont la jouer je vous vois. Il y en a qui disent je vous vois et j'appelle madame, ou bien je vous vois et j'appelle par le prénom. Ça, c'est chaque entreprise qui va définir la manière dont elle communique avec son audience, avec sa clientèle. Et donc, c'est super important. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cadre d'un business en ligne, donc, toutes les prises de contact, elles arrivent par où ? Elles arrivent par les réseaux sociaux. Du coup, ça inclut plus ou moins la mission réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tu as une partie de la mission qui est la programmation des visuels, etc. Et il y a une autre partie des réseaux sociaux qui est toute la gestion des abonnés, des demandes d'abonnés, etc. Donc ça, c'est pour ça que j'en parle plus dans cette partie-là de service client. Pareil, j'ai mis là sur le truc, sur la diapositive, community management. Comme je vous ai parlé dans Facebook, souvent la relation avec les prospects, avec les clients, se passe beaucoup aussi dans des groupes privés. C'est le cas aussi dans LinkedIn, mais je m'y connais moins, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous parle aussi de ça, de community management, dans la partie service client, parce que c'est moins sur la partie programmation et c'est plus la partie engagement avec les clients, répondre aux commentaires, faire parler les gens, etc. Ça inclut évidemment forcément tous les mails qu'on reçoit. Donc les mails qu'on reçoit après une vente, avant une vente, sur une adresse de support, sur une adresse de contact, sur un formulaire qui est disponible sur un site web. Il y a un camion qui fait du bruit devant ma maison, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça m'énerve un peu. Voilà. Donc ça, la gestion de la boîte mail et du service après-vente, c'est aussi quelque chose que les entrepreneurs, c'est une des premières choses qu'ils délèguent en général, c'est ça. C'est la gestion des mails et la gestion des réseaux sociaux. On peut voir tout de suite, là déjà je vous ai dit, ça implique un gros problème, c'est que y a des messages qui arrivent de partout. Donc dans telle boîte mail, ici à droite, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook et machin, et dans la plateforme. Si on a déjà des outils qui sont en vente, tu vas avoir des commentaires sur LearnyBox. Sur LearnyBox par exemple, il a la propre messagerie de support. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça que des fois, quand l'entreprise commence à prendre de l'ampleur et à vraiment avoir beaucoup trop de points d'entrée pour les clients, il y a des outils en ligne qui existent et qui permettent de centraliser tous les messages pour qu'ils soient traités en un seul et même endroit. Là, je vous donne l'exemple de Zendesk. Donc, il faut payer cette application-là, la paramétrer pour qu'elle récupère les commentaires sur la page Facebook, sur la page LinkedIn, etc. Et qui ramène tout au même endroit pour que la personne qui traite ces demandes puisse tout avoir en un seul endroit. Sinon, un process simple de gestion des clients, c'est 1, tu vas voir telle boîte mail, 2, tu vas voir les messages
sur Facebook, 3, tu vas voir les messages sur Insta, etc. Et tu réponds. Sur YouTube aussi, par exemple, forcément, on répond beaucoup aux messages. Du coup, la base, c'est ce que je viens de dire. Donc, il faut des process sur un service de client. Donc ça, c'est une partie dont on va parler dans le module d'après. Sur les procédures dans les entreprises, le service client forcément en fait partie comme étant une des missions, la première qui est déléguée. Il faut avoir des process, il faut savoir qui va répondre en quoi, à qui, quand, comment. Et la meilleure chose à faire, c'est aussi d'avoir des modèles de messages à copier-coller et à personnaliser. C'est-à-dire que en général, les mails qu'on reçoit, ils vont être récurrents, ça va être toujours les mêmes questions. Est-ce que je peux avoir une facture? Est-ce que je n'ai plus accès à mon compte? Quand est-ce que je vais recevoir si je me suis inscrit mais j'ai pas reçu mon cadeau gratuit, bla bla bla. Plutôt que d'avoir quelqu'un, toi l'assistante virtuelle, qui va retaper à chaque fois, oui bonjour, merci, pardon, nanana, on vous l'envoie, on a un document avec tous les modèles où on peut les trier, les classer facilement, les copier-coller et juste ajouter un petit prénom pour personnaliser le message. Là, je vous ai mis dans la diapo aussi une astuce qui est super importante, si tu la connais pas déjà, d'avoir, pour faciliter quand on fait beaucoup de copier-coller, et d'ailleurs j'aurais pu le mettre aussi dans les réseaux sociaux, parce que dans les réseaux sociaux aussi on fait beaucoup de copier-coller, hop, là que je le copie ici et que je le colle là-bas pour la programmation des posts, c'est d'avoir une application de presse-papier. Moi je suis sur Linux par exemple, donc j'ai dû télécharger un petit truc. J'ai regardé que sur Windows c'était quelque chose qu'on pouvait paramétrer, qu'on pouvait activer dans les paramètres de système. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, donc ce qui est bien c'est du coup ce que tu copies, ça se met dans une liste. Et donc si par exemple tu as plusieurs fois le même message, plutôt que d'aller rechercher dans ton document avec les modèles ce message type, tu peux le retrouver directement dans l'historique des choses que tu as copiées, et donc ça va beaucoup plus vite. Ou bien par exemple si tu dois copier plusieurs trucs, donc plutôt que de faire plusieurs allers-retours, je copie, je colle, je copie, je colle, je copie, je colle, tu copies les 3 trucs, donc en général l'identifiant, le mot de passe, le mail par exemple, ils se mettent dans ton historique, tu vas dans ta boîte mail, et là tu colles le mail, l'identifiant, le mot de passe, et t'envoies, et c'est parti. Donc ça c'est une astuce aussi qui est super importante, pas seulement pour faire gagner de l'argent à tes clients parce que tu vas être plus efficace, mais toi aussi pour t'épargner les nerfs et pour aller plus vite. Du coup, alors dans le cadre des accompagnements, les coachings, la plupart des entrepreneurs en ligne, ils vont proposer des services en one-on-one comme ça. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il y a des outils de prise de rendez-vous en ligne. Ces outils, alors si tu les connais pas, il y a Calendly, You Can Book Me, Acuity, Scheduling, Simply Book Me, il y en a d'autres. C'est des outils qui sont vachement pratiques. En général, ils sont synchronisés avec le calendrier de la personne. Donc soit le client, il met en place dans son calendrier des plages horaires où il est disponible. Et après, à chaque fois que quelqu'un va prendre un rendez-vous sur cette plage horaire, ça va synchroniser dans son calendrier. Et donc après, cette plage horaire ne sera plus disponible pour les autres clients. Donc t'imagines bien que pour les prises de rendez-vous, etc., c'est un gain de temps énorme. Donc ça, si tu tombes sur un entrepreneur qui n'a pas ce système qui est installé chez lui, il faut absolument que tu lui proposes ça et que tu lui installes. C'est simple comme bonjour. Il y a des versions gratuites sur Calendly, etc. La version payante qui permet justement d'envoyer un lien Zoom, par exemple, directement pour la réunion, d'ajouter des notifications, d'ajouter un paiement aussi en direct. C'est-à-dire, tu prends le rendez-vous, tu payes, et comme ça, c'est réglé. Voilà, donc, et en général, pour les accompagnements, les coachings aussi, les clients, ils ont un process de suivi, donc on appelle ça le onboarding. Donc c'est la bienvenue à bord
du client et le outboarding. Donc c'est comment le client sort de son suivi client. Donc pour un accompagnement, par exemple, si c'est un accompagnement en 3 mois, qu'il va y avoir une dizaine de rendez-vous, et qu'à chaque rendez-vous, par exemple au rendez-vous 1, on envoie tel document à compléter, au rendez-vous 2, il faut envoyer tel document, etc. etc. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place, qu'on peut automatiser, ou bien si c'est pas encore automatisé du côté de ton client, que toi tu dois suivre, c'est-à-dire que tu vas voir, bon bah tel client il est arrivé à telle date, il va falloir que je me note que dans 2 semaines il doit avoir dans son premier rendez-vous, à la semaine 4 il doit avoir son deuxième rendez-vous, et donc avoir encore une fois des modèles de mails à envoyer, etc. à ces dates précises. Donc là dans ces cas-là, si le client n'a pas encore de système automatique ou de process clairement défini, c'est quelque chose que tu peux faire, donc de mettre à plat le process, d'identifier des possibilités d'automatisation et de les mettre en place. J'ai mis ici par exemple un exemple de suivi client en coaching. C'est un suivi vraiment de base. Donc au début on a le rendez-vous avec le prospect. À partir du moment où le prospect confirme qu'il va acheter l'accompagnement proposé par ton client, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer un contrat. Une fois que le contrat a été signé et réceptionné, il faut s'assurer de la réception du règlement. À partir du moment où tout ça est reçu, tu l'ajoutes dans une base de données client. Donc ça aussi, si le client n'a pas de base de données, tu peux lui en créer une. Et après, donc selon le process qui a été mis en place, envoi d'un premier mail par exemple avec un pack de bienvenue, des liens pour prendre. Alors c'est bien, c'est une bonne chose de prendre tous les rendez-vous d'un coup, ou bien prendre le premier rendez-vous et après se souvenir de lui envoyer des rappels régulièrement pour prendre les rendez-vous suivants. Envoi d'un cadeau physique, ça c'est un truc qui se fait de plus en plus. C'est vrai que ça améliore la relation client quand tu as des offres à 1000, 2000, 3000 euros. Ça coûte pas cher de juste envoyer un petit carnet ou un petit bouquin, et c'est vraiment quelque chose qui améliore la relation au niveau du client. Du coup c'est vraiment des petits plus auxquels on peut penser, pareil que tu peux proposer à tes clients si eux ils n'y ont pas pensé. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un suivi coaching? Souvent il y a des groupes privés qui sont créés sur Facebook, sur WhatsApp, sur Slack pour discuter en direct. Là il faut ajouter la personne, lui envoyer un petit message de bienvenue, lui demander de se présenter, etc. Des choses comme ça. Des fois il y a des contenus qui sont hébergés sur une plateforme en ligne, donc des PDF, des cours, des vidéos, des choses comme ça. Il faut lui créer les accès, lui envoyer les accès. Après, comme je disais, programmation des mails pour les rendez-vous. Et après le outboarding, donc la fin de l'accompagnement, qu'est-ce qu'on va devoir faire à ce moment-là? Fermer tous les accès au groupe, envoyer un petit message de au revoir, merci, bonne continuation, etc. Récolter un témoignage, comme on a vu, la preuve sociale c'est super important pour les entrepreneurs en ligne. Ils ont besoin des témoignages de leurs clients, donc on ne doit jamais louper l'occasion, ça c'est vrai aussi pour toi d'ailleurs, jamais louper l'occasion de récupérer le témoignage d'un client satisfait, de l'avoir sous forme de vidéo, sous forme de texte. En général on va donner un modèle, on va pas juste dire salut tu peux me donner un témoignage s'il te plaît, on va lui poser des questions précises. Comment c'était avant, comment c'est maintenant, qu'est-ce que tu as aimé, des questions ouvertes pour l'inciter vraiment à dire qu'est-ce qu'il a apprécié, quelle a été la transformation qu'il a vécue entre avant et après qu'il ait suivi cet accompagnement, ou bien dans le cas de ton travail d'assistante virtuelle, qu'est-ce qui lui a changé la vie en te déléguant à toi une partie de son admin, de ses réseaux, etc. Dans la suite de ce outboarding, forcément, il va falloir transformer ces témoignages, les mettre en ligne. Souvent, il y a tellement d'entrepreneurs qui m'ont dit « Ah, j'ai mis en place la récolte des témoignages, j'en ai des tas dans mon drive, mais je ne sais pas quoi en faire. »
et qui ont des dizaines et des dizaines de témoignages à mettre en ligne, à mettre sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est souvent un truc qui revient souvent aussi. Si le process n'est pas installé, de récupérer tous les témoignages qui sont en attente et de les mettre soit dans une page témoignage sur WordPress, soit de créer des articles. S'ils sont assez longs, on peut carrément créer un article, ou bien s'ils sont en vidéo, pareil, créer un article, mettre la vidéo et éventuellement une transcription, etc. Et créer des posts pour les réseaux sociaux, des stories, etc. Sur Instagram, on va créer une story pour chaque témoignage et on va s'occuper de les garder en highlight, en mise à la une. Donc ça, si toi, si tu gères directement le compte Instagram de ton client, tu peux le faire toi-même. Sinon, il faut dire à ton client, publie la story et enregistre-la dans tes stories à la une pour qu'elle reste présente sur son profil, etc. Donc ça, c'est le genre de choses indispensables. La gestion de la boîte mail. Alors ça, la gestion de la boîte mail, comment ça se passe ? On se dit, comment est-ce qu'on va faire ? Alors en général, soit le client, il va te donner accès direct à sa boîte mail, c'est-à-dire qu'il va te donner son adresse, son mot de passe. Sur Google, maintenant, il y a plein de trucs de sécurité, donc c'est une chose à savoir. La première fois que tu vas te connecter, il faut que ton client soit en ligne au même moment parce qu'il va recevoir un code de sécurité pour valider que tu aies le droit de te connecter. S'il a mis des paramètres de sécurité plus ou moins stricts, ça se peut que tu puisses avoir accès tout de suite, ou bien s'il a une G Suite, donc c'est-à-dire la suite professionnelle de Google, il peut gérer des accès par personne et à ce moment-là, tu n'as pas ces problèmes d'accès. Mais c'est des choses qu'il faut savoir souvent sur certains outils. Faut pas attendre la dernière minute pour se connecter pour la première fois parce que tu risques de perdre du temps. Si ton client il n'est pas en ligne à ce moment-là pour t'envoyer le code de sécurité, tu vas perdre du temps. Si tu as accès directement à la boîte mail du client, ce qu'il peut te demander de faire ou ce que tu peux lui proposer de faire, soit créer des filtres et des labels, c'est-à-dire... ça, c'est des mots différents. Un filtre, ça veut dire, par exemple, tous les mails de un tel, ils vont être classés dans ce dossier. Ou bien un label, c'est tous les filtres, tous les mails de un tel ou bien comportant tel ou tel mot vont être labellisés avec une étiquette à gérer par un tel, ou bien ça, c'est de la compta. Ça c'est de la com, ça c'est à répondre, etc. Donc ça c'est des choses que tu peux faire toi-même. Donc en général tu te mets d'accord avec ton client. Il y a certains mails, toi tu lis tous les mails en gros qui arrivent. Certains mails où c'est toi qui vas répondre, il va te donner des modèles de réponse à envoyer. Pour certains mails, tu vas mettre une étiquette, ça c'est pour la compta, ça c'est pour l'autre assistante, ça c'est pour autre chose, ou bien des mails qui ne sont pas traités par toi, qui sont à traiter par le client, tu les mets de côté. L'avantage c'est quoi ? C'est que ton client, quand il va se connecter sur sa boîte mail, il sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire. Lui, il n'a plus besoin de passer à travers tous les mails qu'il reçoit. Il peut traiter en priorité les mails qui lui sont vraiment dédiés rien qu'à lui. Comment ça peut se passer aussi autrement ? Le client il peut te créer une adresse mail dédiée. Donc par exemple, il va créer une adresse assistante à ou bien suivi support @tonclient.com, etc. Donc là, à ce moment-là, soit toi tu importes cette boîte mail dans ta boîte mail personnelle, soit tu vas y aller sur internet, te connecter sur le webmail, on appelle ça en général les adresses mail qui sont liées aux hébergements, donc ils sont le nom de l'entreprise.com. Donc il y a une boîte mail qui est hébergée sur le serveur, donc qui est accessible via internet. Ce que ton client peut te demander de faire pour lui ou bien pour toi, donc ce que je viens de dire, c'est d'importer dans la boîte mail. Donc plutôt que d'aller se connecter justement sur le webmail sur internet, tu peux
tout récupérer sur ta boîte Gmail par exemple. Donc ça, soit tu crées un transfert automatique, donc c'est-à-dire tu vas aller dans la boîte sur l'hébergeur et tu vas mettre en place un paramètre que tous les messages vont être transférés sur ton adresse Gmail. Ou bien dans ton adresse Gmail, donc là je t'ai mis sur le diapositive comment on fait pour importer une boîte mail directement dans ta boîte. Donc aller dans la roue dentée, afficher tous les paramètres. C'est dans l'onglet compte et importation, donc tu peux consulter d'autres messageries, donc ça c'est pour la réception des messages. Et tu peux aussi envoyer les emails en tant que. Donc c'est deux manips qu'il faut faire séparément, une pour l'envoi et une pour la réception. Et donc à ce moment-là, tu auras un alias, ça s'appelle, c'est-à-dire que après quand tu vas créer un message dans Gmail, tu peux sélectionner le message à partir de qui tu l'envoies. Donc à partir de toi, à partir de assistante à truc bidule, ou bien machin. Donc tu peux avoir plusieurs clients dans ta boîte mail et plusieurs alias. Etc. Donc envoyer des messages à partir d'un autre nom. Et tu peux aussi paramétrer donc, lequel de tes alias va être par défaut. Et aussi paramétrer, ça c'est super intéressant, une signature différente pour chacun de tes alias. Donc par exemple pour ta signature à toi, tu vas mettre ton truc, salut, bonne journée, ton nom et ta signature de mail avec ta boîte, ton téléphone, etc. Par contre, pour tes clients, selon les formules de politesse qu'ils utilisent, bonne journée, avec gratitude, merci encore, je sais pas quoi, et nanani, assistante 2 ou bien responsable du service client, blabla, comme ce que tu t'es mis d'accord avec ton client, que tu le fasses comme ça. Et donc insérer l'adresse, le mot de passe, les infos pop IMAP. Alors ça, les infos pop IMAP, c'est des... attention, ne pas avoir peur. C'est des informations qu'on peut trouver très facilement. Il suffit de se débrouiller un petit peu. En général, si tu sais, si tu as un problème avec ça, donc en général, tu peux mettre un peu au pif et voir si ça marche. Ou bien tu demandes à ton client qui est son hébergeur. Et si tu vas chercher dans Google quel est le code POP ou IMAP à mettre pour hébergeur OVH par exemple, tu vas trouver et il va te dire quel numéro il faut mettre. Donc là, si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est bien normal. Si un jour tu fais ce truc d'importation dans ta boîte mail et que tu verras la petite fenêtre où à un moment tu as une petit menu déroulant où il te demande de mettre un chiffre et tu dis mais je ne sais pas quel chiffre mettre, souviens-toi de ça. Si ton client ne te l'a pas donné, demande-lui c'est quoi son hébergeur, cherche sur Google quel est le code POP ou le code IMAP pour tel hébergeur et tu vas le trouver. Il ne faut pas avoir peur. Internet est ton ami. Du coup, la suite, le SAV sur les produits digitaux. Du coup, ça c'est une autre partie. Il y a des clients qui disent qu'ils préfèrent que tu connaisses déjà la plateforme. Il y a des clients qui vont dire je te forme sur la plateforme et tout va bien se passer. Donc là, il ne faut pas avoir peur. En général, une grosse boîte qui a beaucoup de clients, beaucoup de produits qui sont déjà sur des plateformes en ligne, ils vont avoir des process d'initiation pour pour former les nouveaux membres sur ces aspects-là du business. Donc si tu connais pas LearnyBox, si tu connais pas WooCommerce, si tu connais pas Cuneo, System.io, etc. machin, et que le client il te dit ah tu connais pas bla, tu dis allez je suis sûre ça prend 5 minutes, tu me montres comment ça marche et je vais y arriver. Et si à chaque fois que tu as un client il est sur un nouvel outil, c'est vrai qu'après tu peux le mettre dans tes compétences et tu peux dire je sais déjà comment ça marche, et ça c'est vrai que c'est top aussi. Mais il faut surtout pas avoir peur et se dire si tu connais pas l'outil ce n'est pas un problème.
C'est facile de se former là-dessus, il faut être confiant, avoir confiance en soi. Si un client te dit « je suis sur l'Ornibox, tu connais l'Ornibox », tu peux lui dire « non mais je suis sûre que tu peux me montrer, ça va prendre 5 minutes ». Ok. Et vraiment avoir confiance en soi là-dessus. En général, le service client sur les produits comme ça, c'est vraiment simple comme bonjour. Il y a des fiches clients, il faut ouvrir, fermer les accès. Tu vois le suivi des paiements, tu vois qu'est-ce que les gens ils ont acheté, si ils l'ont bien reçu, tu vois s'ils reçoivent bien les mails, etc. Donc c'est vraiment assez simple. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête là-dessus. Et c'est comme ça qu'on avance, surtout. Donc le premier point que je veux donner à tous ceux qui veulent débuter là-dedans, c'est vraiment d'avoir confiance en soi et de se souvenir que tous ces entrepreneurs du web, ils ont commencé tout seuls. Ils ont tout appris tout seuls. Donc ils le savent que c'est possible d'apprendre tout seul. Donc ils peuvent te montrer. Voilà. Du coup, là, j'ai mis les questions les plus posées en général. Donc, c'est les questions que tu vas avoir si ton entrepreneur n'a pas de process, n'a pas de modèle. C'est les modèles qu'il faudra créer absolument pour ce business. Voilà, du coup, la suite du service client, donc du contact avec les prospects, les audiences, donc comme j'ai dit, j'ai mis dans ce module-là, c'est la modération des groupes Facebook. Comme on l'a vu sur Facebook, je vous ai dit, les groupes, ils s'affichent plus sur le fil d'actualité des gens. À partir du moment où un groupe est actif, si les membres commentent, like un post sur un groupe, et tous les posts du dit groupe vont remonter sur leur fil d'actualité. C'est pour ça que c'est un levier qui est vachement fort pour vraiment faire passer des messages et engager son audience, et que ça marche beaucoup mieux que publier sur une page Facebook. Donc c'est vraiment important d'avoir un groupe privé, d'encourager les gens à venir s'inscrire dans le groupe privé d'une manière ou d'une autre, et de poster des posts, de mettre des posts régulièrement où les gens vont liker, vont commenter, et qui fait que ça va rendre le groupe actif, et ça va remonter les publications. Et de temps en temps, hop, tu places un petit truc commercial. Tiens, j'ai une offre. Tiens, au fait, machin. Parler de ces offres d'accompagnement, de ces offres de formation, de ces nouveaux opt-in, etc. Pour quand même, on n'oublie pas, l'objectif premier, c'était de vendre ses produits en ligne. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'elle va faire l'assistante virtuelle pour aider l'entrepreneur à modérer son groupe Facebook? Donc, programmer dans les groupes Facebook, on peut programmer les posts. Du coup, faire des posts réguliers qui incitent à commenter. Recruter des ambassadeurs, alors qui font des publications à forte valeur ajoutée. Ça, vous avez vu peut-être des fois dans des groupes. Il y a des gens qui vont être mis en avant et qui vont faire des posts qui ressemblent un peu à des articles où ils parlent d'une réussite ou bien d'un outil ou bien d'un truc. Et tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Si c'est des groupes privés d'un business coach par exemple, donc c'est tous des entrepreneurs, déjà ils se font connaître. Donc c'est un win-win, c'est-à-dire que pour l'administrateur du groupe, ça fait un post à super valeur ajoutée où les gens vont commenter, vont liker, vont dire c'est super. Par ailleurs, l'ambassadeur, il se fait connaître aussi, et il va sûrement avoir des contacts vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est un truc que tu peux organiser, d'avoir une fois par semaine, une fois par mois, des posts comme ça. Donc ça, en général, tu vas contacter les gens en privé, lui dire tiens, est-ce que tu voudrais faire ça? Ou bien avoir carrément une campagne de dire qui est-ce qui voudrait être ambassadeur et qu'est-ce que ça veut dire. Les ambassadeurs aussi, ça peut être aussi des gens qui sont là aussi pour commenter, pour liker les posts des autres. Donc là, c'est à toi de voir ce que tu peux leur offrir comme contrepartie pour faire ça. En tant que modératrice, tu vas aussi liker tous les posts, tu vas commenter,
Donc pour encourager les gens à commenter, donc des fois faut pas avoir peur d'y mettre du sien, d'être vraiment perso. Donc après ça c'est pareil, ça va être la décision que tu vas prendre avec ton client, de voir à quel point bah, tu restes corporate entre guillemets, à quel point tu restes perso et tu parles de toi également aussi. Les paramétrages du groupe, donc je sais pas, sûrement vous avez vu dans un groupe Facebook, il y a des groupes publics, des groupes privés, tu peux mettre des questions à l'entrée, donc ça si le client veut récupérer les réponses à ces questions, ça aussi c'est tout un boulot, de les copier-coller, de les récupérer quelque part, installer des règles, mettre des annonces, il y a des publications que tu peux épinglées en haut pour qu'elles soient visibles, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en haut même s'il y a des nouvelles publications qui arrivent. Du coup, accepter les demandes et aussi surveiller les posts, voir s'ils respectent bien les règles et les supprimer quand c'est pas le cas et éventuellement leur envoyer un message pour leur expliquer ton post n'a pas respecté les règles, etc. Pareil, c'est toujours une manière sympa d'interagir avec les gens qui viennent parler dans ton groupe. Du coup, là, j'ai mis des petits exemples de publications qu'on peut trouver dans les groupes. Donc, on voit souvent le lundi, on se raconte comment c'était le week-end. Et puis, le mercredi, on partage son dernier article. Tel jour, on va faire un jeu. C'est vraiment toujours dans l'idée de faire commenter les gens, de les faire liker, faire une bataille de gifs par exemple, c'est quoi ton gif pour Noël, ou ton gif préféré du moment, ou c'est quoi ton smiley, ou je commence une phrase, termine la phrase. Les trucs qui marchent bien aussi, c'est les sondages, les questions, donc faire une question oui, non, est-ce que vous êtes d'accord avec ça. Des fois on peut faire un peu de... Comment ça s'appelle déjà Bref, essayer d'encourager des débats, des choses comme ça. Donc dire des choses où on sait qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord pour les encourager à dire je suis pas d'accord, machin. Donc des trucs comme ça. C'est des choses qui marchent. Voilà. Donc, tous les services à proposer dans cette partie service client. Donc, comme je disais, il n'y a pas de formation nécessaire. Tout ce qui est la partie gérer des boîtes mail, etc., c'est des trucs qui peuvent s'apprendre assez facilement. Par contre, il faut savoir, d'une, orthographe et langage irréprochable. Et aussi, faut vraiment, même si c'est un service entre guillemets facile à offrir, faut pas le faire si tu te le sens pas. Moi, je te parle de mon expérience personnelle. C'est un service que j'ai proposé parce que je me suis dit c'est facile, tout le monde en a besoin, je peux le faire, c'est juste envoyer des mails. Il faut que ça te fasse kiffer aussi. Moi, je me suis rendu compte que ça me faisait pas kiffer. Du coup je faisais des erreurs, ça c'était pas vraiment mon truc. Donc si t'aimes pas être en contact avec les gens, si t'aimes pas être toujours en train de te répéter et des choses comme ça, ne propose pas ce service. Si t'as pas le sens du détail, c'est-à-dire de vraiment copier-coller, parce qu'il y a aussi toute la partie préparation des contrats, préparation des factures, où il faut être minutieux sur les détails et des choses comme ça. Si c'est pas ton truc, ne le propose pas. Toujours vraiment proposer, il y a les choses qu'on peut faire et il y a les choses qu'on veut faire. Et les services que tu dois proposer, c'est les choses que tu veux faire, que tu aimes faire. Parce que si tu proposes tous les trucs que tu peux faire, mais que t'as pas vraiment envie de faire, à la fin, tu vas pas être heureuse, tu vas te faire chier. Tes clients aussi, ils vont pas être satisfaits. Tu vas te faire virer. Ça va te foutre un gros coup de mou dans le moral. Du coup, ce n'est pas l'objectif. Du coup, je pense que c'est pas nécessaire que je lise toute la liste des services qu'il y a à proposer. J'en ai parlé pendant toute la présentation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Créer des signatures de mail. Oui, alors ça aussi, il y a des outils qui existent sur Internet. Tu peux créer une image, mais tu peux créer aussi des images cliquables.
avec le lien du site, les liens des réseaux sociaux, des choses comme ça. Par ailleurs, de quoi j'ai pas parlé aussi, de tous les documents qu'on peut signer en ligne. Il y a des outils qui permettent de faire des signatures électroniques, notamment HelloSign par exemple. Donc où tu prépares tout le document, tu dois mettre les encarts où la personne doit signer. La personne reçoit ça, signe le document et après tu peux le télécharger et l'archiver. Donc ça c'est des choses aussi qu'il faut connaître sur les outils en ligne de toute la partie service client. Et par ailleurs, souvent sur les formulaires, il y a souvent des formulaires pour récolter des avis, des choses comme ça. Donc évidemment il y a Google Forms qui est une des applications présentes dans la suite Google. À partir du moment où tu as un Gmail, tu as accès à plein d'outils. Donc Google Forms, c'est un outil qui permet de récolter des réponses, donc des questionnaires. Donc ça, c'est bon pour les témoignages, pour les sondages, etc. Il y a aussi plein d'autres outils, Jotform, Typeform, des choses comme ça que tu peux utiliser pour faire des questionnaires. Et il y a aussi plein d'outils donc, pour avoir des PDF cliquables ou des PDF à remplir. Donc ça aussi, c'est des services intéressants. C'est important de savoir que ces outils existent, que tu peux aller fouiller sur Internet et que tout est possible. Voilà. Et sur ce, je te laisse sur cette partie service client.